c'est Violaine Vanoyek, c'est toujours Voix en Poésie, c'est toujours l'Égypte, c'est toujours Amélie qui est à la technique. Donc nous continuons notre histoire. Oui, je vous disais que donc Antef Ier devient roi d'Égypte. Et c'est là que Thèbes, de petit village de pêcheurs, va devenir la grande capitale des prochaines dynasties, car Thèbes s'allie à Arman, comme je vous l'ai dit, où se trouvent les forteresses, et puis surtout Thèbes, qui est la ville du dieu Amon, eh bien, va s'agrandir. Alors, vous connaissez le procédé un petit peu dans l'Antiquité. Les dieux égyptiens vont se multiplier et plus un dieu va prendre de l'importance, plus sa ville va prendre de l'importance. Donc, on passe d'abord par le culte religieux. Amon qui est un petit dieu, Amon, va se développer. On va d'ailleurs l'appeler Amon-Ré, parce que Ré, c'est quand même le dieu des dieux. Et donc, on va l'appeler Amon-Ré, et sa ville, forcément, va subir un tas de transformations. On va construire des temples, on va construire des maisons, des domaines, elle devient beaucoup plus riche. Bon, il y a un soin particulier qui est apporté à Thèbes, qui va donc devenir, comme je vous le disais, la capitale de l'Égypte. Alors, quelles sont les répercussions sur la vie de tous les jours pendant ces périodes de difficultés, on va dire? Alors, comme on l'a vu, bon, les gens ont du mal effectivement à vivre un petit peu dans toutes les régions, sauf dans certaines régions qui sont un petit peu plus protégées parce qu'elles sont mieux irriguées. Je pense notamment aux oasis. On ne voit pas dans la population qui habite les oasis, comme l'oasis de Dakhla, qui à l'époque est extrêmement développée. D'ailleurs, on a retrouvé une nécropole qui date de cette époque, qui est très très grande, où il y a de très nombreux notables avec des mastabas très riches, donc qui montrent que Dakhla était quand même une des oasis les plus actives. Eh bien, on ne trouve manifestement pas de misère dans ces régions-là. En revanche, comme je vous l'ai dit, il y a des régions plus atteintes que les autres. Et c'est le cas, par exemple, à Edfou, notamment. Alors, bien sûr, le peuple est malheureux, puisque il est affamé. On va, petit à petit, Antef va trouver des solutions, justement, pour irriguer, et surtout, il va avoir la chance que le Nil, que le fleuve déborde davantage, et donc, évidemment, apporte son eau bienfaitrice pour les Égyptiens. Alors, la répercussion, elle est multiple. La répercussion, bien sûr, elle existe sur les cultes religieux, puisque, comme je vous l'ai dit, les dieux se multiplient. Il y a donc de plus en plus de cultes, et puis certains dieux prennent de plus en plus de pouvoir. Il y a également le dieu des morts Osiris à Abydos qui est régulièrement fêté. Il y a le dieu Mine de Coptos également, pour lequel on crée de nouvelles fêtes. Il y a, comme je vous l'ai dit, bien sûr, le dieu Amon, il y a le dieu Thoth. Ce serait trop long de tous les énumérer, mais tous ces dieux sont fêtés par des prêtres qui sont donc choisis et destinés à entretenir le domaine du dieu, et qui de plus en plus acquièrent au fil des années un trésor de véritable richesse pour le dieu. Et puis en dehors de ça, curieusement, l'art évolue. On peut penser que pendant ces périodes de troubles, les sculpteurs, les peintres, les artistes n'ont pas particulièrement créé, et qu'ils avaient l'esprit à des choses, on va dire, plus terre à terre. Eh bien non, on voit une évolution de l'art. On voit par exemple apparaître de grandes statues en bois, mais également des petites reproductions de scènes de la vie quotidienne, également en bois, des maquettes qui nous permettent de voir effectivement comment, par exemple, on fabriquait les bateaux à l'époque. Bon, des petits objets, des plus grands objets qui sont créés, que l'on a retrouvés pour la plupart, qui sont véritablement magnifiques. C'est un art nouveau, parce qu'on ne fabriquait pas ce genre d'objets sous les premières dynasties. Et puis, il y a également une littérature qui apparaît. Et ça, c'est très très étonnant. On trouve des romans policiers, on trouve des contes, on trouve des romans quelque peu philosophiques qui nous donnent des leçons de morale sur comment bien vivre. Et donc, les premiers écrits importants des sages, des premiers philosophes en quelque sorte, et puis des romanciers apparaissent dans cette
cette période un petit peu trouble et juste après cette période un petit peu trouble, donc des récits qui vont devenir des classiques, qui vont devenir extrêmement connus et qui seront enseignés après à l'école à l'Égypte dans des périodes plus classiques et plus connues comme celle de Toutankhamon et de Néfertiti. Alors donc une littérature et puis bien sûr aussi une évolution dans les rites funéraires. Effectivement, bon, vous ne le savez peut-être pas, mais sous les premières dynasties égyptiennes, la momification n'existe pas. On pense toujours que les premiers pharaons étaient momifiés, alors que c'est une technique, la momification, qui apparaît bien ultérieurement, et notamment vers cette période-là, il faut attendre les années 2300 pour que véritablement on sache bien momifier, on va dire, un corps, et surtout il faut connaître les méthodes qui permettent, si vous voulez, d'ouvrir un corps, de retirer les viscères qui seront déposés après dans les vases canopes, et tout ce rituel, toute cette technique en quelque sorte, eh bien, apparaît vers cette époque-là. Auparavant, qu'est-ce que l'on fait? On se contente d'enrouler le corps dans une couverture ou dans une natte et de le déposer à même le sol ou bien dans une fosse. Mais à partir de cette époque-là, eh bien, donc, comme je vous le disais, les premières momifications sont faites avec du natron pour dessécher la peau et donc cette méthode qui consiste à enlever quelques viscères du corps pour sa conservation, corps qui sera effectivement entouré de bandelettes, comme vous le savez. Alors, le corps à cette époque-là est entièrement entouré de bandelettes et quelquefois on a retrouvé des momies où sur les bandelettes sont redessinés les traits du visage du mort pour savoir d'abord si c'est un homme ou une femme et puis essayer en fait de l'identifier. Voilà. Donc première méthode de momification, premier grand rite funéraire qui permet donc aux défunts lorsqu'il est vivant à la rive des morts, donc on le voit souvent représenté dans une barque symbolique en quelque sorte, le sarcophage est déposé dans une barque et puis il y a également des décorations sur les murs mais des décorations qui vont changer. On connaissait les textes des pyramides, il va apparaître d'autres textes progressivement jusqu'au texte du livre des morts que l'on verra donc sur des tombes comme celle des tombes de la 18e dynastie sous les Aménophis, les Toutmosis et puis les Toutankhamon mais beaucoup plus tard, 800 ans plus tard ou bien 1000 ans plus tard. Hein. Donc les textes également qui sont gravés sur les sarcophages ou à l'intérieur des sarcophages ou sur les murs des tombes évoluent également. Et puis, il y a également le mobilier funéraire qui change, puisque là, le mobilier funéraire, il est assez nombreux, de plus en plus nombreux, avec, comme je vous le disais, souvent des petites reproductions en bois. Le bois est beaucoup utilisé à cette époque-là, mais on n'en est pas encore à déposer des petits personnages, des petits serviteurs, comme on en a retrouvé des milliers dans les tombes de Toutankhamon. Il faudra attendre les générations suivantes pour trouver véritablement toute la composition, tout le rituel funéraire classique de l'époque de Néfertiti. Mais vous voyez déjà une grande évolution dans les rituels, dans l'art aussi, qui permet déjà de deviner ce que ce sera à la grande époque égyptienne. Nous en sommes loin, on est dans une période, comme je vous l'ai dit, de trouble, et puis là, eh bien, avec Antef, vont se dessiner de nouvelles dynasties, puisque Antef, il y a des descendants qui vont s'installer, qui vont régner, qui vont s'imposer, qui vont faire de magnifiques temples, notamment les Montuhotep. Et si vous ne connaissez pas le nom de Montuhotep, pour ceux qui ont été en Égypte, je vous rappelle que Montuhotep a fait construire son temple juste à côté de celui d'Hatchepsout. Donc quand vous allez voir le temple d'Hatchepsout, eh bien, vous voyez celui de Montuhotep qui est juste à côté, certes très ruiné, mais
comme la reine Hatshepsut est inspirée du temple de Montuhotep pour construire le sien, vous pouvez imaginer ce grand temple à terrasse qui s'étalait dans ce cirque de Deir el-Bahari. Et puis il y aura évidemment les Sésostris dont nous avons retrouvé les visages assez sévères exposés au musée du Caire. Voilà donc une période qui est certes un petit peu chaotique, mais qui va donner naissance de nouveau à de grandes dynasties égyptiennes. Heureusement qu'Amélie est là pour m'arrêter dans mon élan. C'est donc la fin de Voix en Poésie, mais nous avons dit l'essentiel. C'était Violaine Vanoyek. Je vous retrouve la semaine prochaine. Juste quelque chose, les étapes bien sûr en Égypte pour aller voir les pyramides. Le Mena House qui est juste à côté des pyramides de Gizeh, faut pas le louper celui-ci. Le Winter Palace pour Luxor, si vous voulez visiter Thèbes, c'est évident, il faut descendre à cet endroit-là. Et puis bien sûr le hall de Cataract à Assouan si vous voulez aller voir Edfou. Voilà, à très bientôt, au revoir.